Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. De nouvelles attaques ont ciblé en France ce mercredi 16 avril l'institution pénitentiaire. 3 véhicules dans un parking de la prison de Tarascon ont été incendiés. Oui, ça s'est passé ce matin, peu après 5 heures, sur ce parking réservé au personnel juste devant la prison de Tarascon. Il y a manifestement, on voit bien, des gens qui essaient de déstabiliser l'État. Nous avons eu des menaces sur les établissements de Vendin-le-Vieil et de Condé-sur-Sarthe qui vont accueillir les 2 prisons de haute sécurité. On ne les a pas rendus publics, mais les faits d'aujourd'hui montrent que sans doute le travail que nous avons fait pour les protéger ont poussé un certain nombre d'autres personnes à agir ailleurs pour nous intimider. Les agents pénitentiaires sont extrêmement courageux, conscients du moment important qu'ils vivent. Le parquet national antiterroriste s'est saisi mardi de l'enquête pour tenter d'identifier les auteurs de ces faits. 3 véhicules appartenant à des agents pénitentiaires vandalisés, en tout cas incendiés. Nouvel acte d'une série d'exactions devant les prisons françaises. Alors parlons vrai. Est-ce que les membres de familles majeures de ces gardiens de prison devraient être aussi bénéficier d'un port d'arme puisque certaines sont menacées? Et à cette question, faut-il armer les surveillants pénitentiaires dans leur vie de tous les jours? Vous dites oui à 84%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On va poser la question à l'intéressé du jour, bien entendu. Ahmed Saïd est avec nous, délégué national Force ouvrière Justice. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. La question de Sud Radio, évidemment, a de l'importance en elle-même. Moi, je serais favorable, évidemment, à ce qu'ils puissent, hors de l'établissement, porter une arme. Mais il faut bien comprendre que pour les surveillants pénitentiaires, ça doit s'insérer dans un dispositif plus vaste. Cela fait des lustres que, très modestement, je dis que la seule manière de faire accepter aux Français des améliorations absolument nécessaires pour la prison, c'est-à-dire s'occuper d'un certain nombre de dysfonctionnements matériels ou humains concernant les détenus, serait de faire en même temps une réforme capitale pour la quotidienneté et le bien-être des surveillants. Parce que jusqu'à maintenant, on ne s'occupe pas assez des surveillants, alors que leur rôle est capital. Et il faut faire en même temps des réformes sur l'univers pénitentiaire du côté des détenus et s'occuper des surveillants en ajoutant cette possibilité hors de l'établissement de porter une arme. Oui, moi je crois vraiment, je pense toujours aux surveillants, c'est un statut qui en fait me brise le cœur parce que je pense que c'est un métier qui est très difficile, qui est psychologiquement très difficile, physiquement très difficile. Et courageux, très courageux. Il faut être courageux, on a une image dégueulasse des surveillants parce qu'à travers véhiculé par les films américains un peu idiots, un peu débiles, sur le surveillant qui serait sadique avec les prisonniers, ça n'est pas le cas. Moi j'ai fait une tournée des prisons, je me souviens à l'époque avec Christine Boutin qui avait fait à l'époque un rapport extraordinaire sur les prisons, Christine Boutin, et vraiment j'ai eu une compassion au sens premier du terme pour les surveillants. Je ne comprends pas véritablement, et je rejoins Philippe, qu'on ne se soit pas emparé de ce problème, de ce grand plan pour les surveillants, vraiment pour leur salaire, pour leur bien-être, d'abord à eux, bien sûr les policiers, mais d'abord leur bien-être à eux. Moi, pour rester vraiment sur le domaine de sécurité, Françoise a tout à fait raison de dire ce qu'elle dit, effectivement, mais ce que je vois dans ce qui se passe actuellement, c'est d'abord l'anonymisation du métier de surveillance, c'était essentiel. Ça veut dire quoi, anonymisation? C'est-à-dire que... ton nom ne sort pas. D'accord, Arthur. D'accord, ok. Et ça me rappelle le raid, parce que quand on avait fait l'opération à Human Bomb à Neuilly, effectivement, à cause des noms qui étaient sortis dans la presse, évidemment, un proc, tout le monde nous est tombé dessus, et il y a nombre de policiers du raid qui ont été mis en examen à cause de ça. Et leur nom est sorti dans la presse. Bref, je ferme la parenthèse. Non, mais c'est intéressant, c'est important. Mais pour ces agents d'administration pénitentiaire, c'est important, parce qu'ils sont au quotidien face à des criminels, des mecs qui sont dans des réseaux de folie, et ces gens-là sont excessivement exposés. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des mesures. Quant à l'armement, je suis plus réservé. Alors c'est vrai que les sondages tout de suite, 97, ça va dans le bon sens, évidemment. Les gens 84. On a envie d'aider nos compatriotes, évidemment. Le seul problème, c'est on arme, ça veut dire entraînement, ça veut dire tout un plan d'action. Mais évidemment, on ne peut pas donner une arme comme ça. Ça, c'est un vrai sujet. Après, on pourra reparler à l'intérieur des prisons avec le représentant des FO. Il connaît évidemment bien le sujet sur comment faire à l'intérieur des prisons. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. La création des ERIS, les équipes d'intervention, qui sont des gars, des groupes d'intervention suréquipés, etc., qui sont capables de faire des transferts solides.
l'affaire Ambra, malheureusement, nous a dit le contraire, mais pour autant, il y a des choses mais ça, c'est pas le quotidien, en fait. Non, c'est pas le quotidien, mais il y a beaucoup de choses encore à mettre en place, et il faut avancer. Il ne faut pas attendre qu'on ait un drame, encore une fois. Ahmed Saï, délégué national Force ouvrière Justice, merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas d'armes, forcément, dans votre métier, à part les Miradors, je crois, qui ont un fusil d'assaut, c'est ça? Oui. Ah si, tout à fait, il y a des armes dans notre métier, depuis d'ailleurs avant les ERIS, c'est-à-dire qu'il y a eu les ERIS, c'était les premiers surveillants à avoir été armés, et maintenant il y a les extractions judiciaires, donc les extractions judiciaires, ainsi que les équipes locales de sécurité pénitentiaire qui sont armées, mais tous les surveillants ne sont pas armés, c'est-à-dire que on a l'habitude, effectivement, enfin, on ne travaille pas armé dans les détentions, excusez-moi, on ne travaille pas armé dans les détentions parce qu'on a peur que ces armes se retournent contre nous. Oui. Philippe Bilger. Vous avez une question? Non, moi j'ai une question. Enfin, je voulais réagir sur ça en disant, est-ce que au sein forcément de ce syndicat, au sein de vos collègues, est-ce que c'est difficile de parler de peur, c'est toujours très compliqué, mais ça a généré forcément quelque chose, ça a cristallisé, j'imagine, la profession aujourd'hui? Mais effectivement, donc il y a toujours cette crainte, donc il y a toujours eu, une peur d'être reconnu à l'extérieur, etc., etc. Mais voilà, comme vous disiez tout à l'heure et comme le disait Monsieur Darmanin, surveillant, c'est quelqu'un de courageux. Il est courageux parce que il a toujours exercé sa profession avec peu de moyens. C'est-à-dire qu'on demande à un surveillant pénitentiaire d'être psychologue, d'être médecin, d'être pompier parfois, etc. Donc effectivement, le surveillant pénitentiaire, c'est quelqu'un de très courageux. Donc la peur, elle fait partie du quotidien, mais voilà, on essaye de travailler de façon à ce que nos collègues puissent travailler en sécurité. On part au 0826 300 300. Bonsoir Charlène. Bonsoir Charlène, bienvenue. Bonsoir. Vous voulez témoigner à l'antenne de Sud Radio. Oui, alors en fait je vais compléter un petit peu ce qu'a dit mon collègue à l'instant. Vous êtes surveillante pénitentiaire donc? Ouais, je suis surveillante pénitentiaire depuis 16 ans maintenant. Et effectivement, des fois on vient travailler avec la boule au ventre parce qu'il faut savoir aussi quand même que quand on ouvre une porte, on a un détenu qu'on va voir une fois, avec lequel peut-être ça va mal se passer, on va le revoir le lendemain et le surlendemain. Et ça ne s'arrête jamais en fait. Donc les menaces sont quotidiennes, peuvent être quotidiennes, etc., etc. Bon, bref, la parenthèse est close par rapport à ça. C'est une grosse parenthèse quand même. C'est compliqué. Moi, Charlène. Attendez, on laisse finir Françoise. Non, mais je voulais dire, c'est étonnant. Vous parlez d'un détenu. Vous êtes une femme. Vous ne surveillez pas que des femmes. Je vais continuer mon argumentaire par rapport aux armes. Alors, je suis une femme et j'ai travaillé pendant 15 ans chez les hommes. Ouais, c'est dingue. Voilà, donc là, depuis juin l'année dernière, je suis au quartier femmes, mais j'ai été confrontée à de la violence verbale de la part des hommes, des hommes qui ne supportent pas l'autorité féminine, qui ne supportent pas. Enfin voilà, faut savoir quand même qu'il y a des nationalités étrangères aussi chez nous, beaucoup d'ailleurs, et c'est pas toujours évident quoi. Donc on a des menaces, on a des. Où les femmes, pour eux, soyons clairs, sont considérées comme inférieures à l'homme, c'est ça que vous voulez dire? Ah mais totalement, totalement, on est des sous-fifres. Alors déjà, on a l'impression d'être des sous-fifres par rapport à notre métier, parce qu'en plus de ça, on donne énormément de droits aux détenus, de plus en plus en tout cas. On est loin des prisons américaines ou russes. Non mais écoutez, c'est dingue d'entendre ça quand même. Enfin, voilà. C'est fou d'entendre ça. Pardonnez-moi, je voudrais... Charlène, laissez-la terminer ce non, je pensais qu'elle avait fini. Non, elle a dit il n'y a pas longtemps. Ah, pardonnez-moi. J'ai tellement de choses à dire. Allez-y, pardon, Charlène. Ils ont énormément de droits. Il faut savoir qu'ils ont des activités à gogo qui sont financées en grande partie par le public, par nos impôts. Là, il n'y a pas longtemps, on a eu une formation pour les femmes sur l'estime de soi. Ils ont des formations pour du yoga, enfin des choses que vous pouvez même pas vous payer vous à l'extérieur, ou vous n'auriez même pas le temps de le faire. Donc dire que les détenus subissent, non. Et d'ailleurs, je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'est que
eux, dénoncent les conditions des détenus dans les prisons françaises, mais nous aussi, on les dénonce. Parce qu'en fait, alors moi, j'ai un sale retour. C'est difficile de parler. On vous entend très bien. Ouais, mais moi, je m'entends en double. Ah, c'est normal. Alors attendez, on va tester la ligne. Bougez pas, Charlène. On va reprendre. On vous reprend dans un instant. Ahmed Saï, pardon Philippe. Non, mais je rebondis sur ce que dit Charlène sur le traitement aujourd'hui des détenus. Voilà. Charlène, vous êtes là, vous êtes revenue. Oui, je suis là. Donc nous, notre travail, et je parle au nom de tous mes collègues, parce qu'il faut arrêter de nous traiter de matons, ça date d'il y a des décennies en arrière. On n'est pas là pour juger, on est là pour protéger les citoyens français. On garde des gens qui ont commis des meurtres, qui sont très agressifs, des fois qui n'ont rien à faire en prison. Moi, je sais que j'ai travaillé cette nuit, j'ai eu des cris d'animaux toute la nuit parce qu'on a une personne qui a un gros problème psychologique et on est obligé de faire face à cette personne. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'être à deux pour lui ouvrir la porte. Voilà, ça c'est des conditions récurrentes chez nous. On a des profils qui n'ont rien à faire en prison. Bougez pas, Charlène, bougez pas parce que on a pas mal de gens. Philippe Bilger, vous vouliez poser une question. J'aurais voulu poser une question aux deux très rapidement. Est-ce qu'au fil des années, vous avez vu le comportement des détenus se dégrader et votre condition d'agent elle-même se dégrader? Ahmed Saï. Alors, moi, effectivement, j'ai 15 ans d'ancienneté dans l'administration pénitentiaire, donc comparé à certains de mes collègues, c'est rien du tout. Mais oui, le respect des personnes détenues envers le personnel de surveillance s'est dégradé. On a, il faut le savoir, maintenant le narcotrafic qui a gangréné nos détentions, c'est-à-dire avec des têtes de réseau, avec des détenus qui ont énormément de moyens, que ce soit financiers, etc. C'est-à-dire que c'est eux qui font la pluie et le beau temps au sein de la détention. S'ils veulent une détention calme, eh bien, il y aura une détention calme, mais s'ils veulent que ça s'agite, ça s'agitera. Ouais, c'est fou. Donc effectivement, ça s'est dégradé. Et ça s'est dégradé, j'en termine aussi avec ça, avec la surpopulation carcérale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de détenus a augmenté, voire a explosé. Et le nombre de personnels de surveillance, lui, n'a pas augmenté. Au contraire, il diminue. Et il n'y a que récemment, effectivement, avec la réforme où le personnel de surveillance est passé en catégorie B, qu'on commence tout juste à remplir nos schémas d'emploi. Une question, cher ami. La décision de Gérald Darmanin de mettre des quartiers de haute sécurité, une prison de haute sécurité, voire deux, comme c'est prévu, est-ce que ça va dans le bon sens pour vous ou pas? Ou est-ce que c'est pas assez? Mais déjà, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va prendre les plus gros narcotrafiquants, ceux qui ont le plus de moyens, et les isoler dans une prison. C'est une revendication force ouvrière qu'on porte depuis des années, et on vient seulement d'être entendu. C'est-à-dire que faut vous rendre compte quand même, Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe ont été construites à la base pour ça, et du jour au lendemain, on a eu un ministre qui était Christiane Taubira, qui est arrivé au pouvoir et qui a dit non moi j'assume pas ça et puis on fera pas ça et puis on va continuer comme on fait actuellement. Et c'est là où est le ridicule, c'est-à-dire que c'est une prison qui a coûté des dizaines et des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, qui ne servaient pas ce pourquoi elle a été construite. J'ai une question, merci Cécile. J'ai une question parce que vraiment ce sujet me passionne, notamment Charlène. J'arrive pas à comprendre comment des femmes peuvent être surveillantes d'hommes. Ça me paraît complètement délirant en réalité par rapport pas simplement à un manque d'effectifs. Non, mais j'ai compris. Quand je dis je comprends pas, bien sûr que je sais que c'est à cause d'un manque d'effectifs, mais comment on ne peut pas pallier ce truc-là? C'est impossible que des femmes, même en psychiatrie, vous avez vraiment des règles très strictes pour que les femmes soient pas dans des services avec des. Enfin, c'est complètement dingue. Juste une question. À quoi vous attribuez les attaques simultanées dont vous avez été victime, encore vous? Est-ce que selon vous, c'est vraiment le narcotrafic qui veut vous impressionner? C'est à Charlène. Aux deux. Charlène, c'est Charlène et Saïd, les deux, quoi. Je vais laisser parler. Moi, je ne sais pas si c'est le narcotrafic ou des anarchistes. Et puis, en fait, quelque part, je m'en fiche un peu. Ce que je veux, c'est pas pareil, en fait. Voilà. Comment? Oui, voilà. Moi, ce que je veux, c'est que mes collègues
puissent travailler en toute sécurité. Je veux notamment, et vous en parliez tout à l'heure, l'anonymisation des agents. C'est-à-dire que on va avoir un détenu, par exemple, haut du spectre, où on sait qu'il a des moyens considérables, des risques, des moyens corruptifs, des risques d'appui à l'extérieur, etc., etc. Où on va avoir des agents qui vont travailler, par exemple, à visage découvert devant lui, ou forcément pas tout à fait anonyme, etc., etc. C'est là qu'est l'aberration. On veut de l'anonymisation, c'est-à-dire que on avait proposé une loi par rapport à la loi au narcotrafic qui a été complètement appauvrie de son contenu. Elle a été appauvrie de son contenu. Certes, ce qui va passer, c'est mieux que rien, mais l'essentiel n'est pas forcément là. Nous, on voulait la visioconférence au lieu de l'extraction judiciaire. Et ça va passer, ça, hein. Ça va passer, cher. Mais seulement pour les détenus qui sont incarcérés à Vendin-le-Vieil et à Condé-sur-Sarthe. C'est-à-dire que sur 82 000 détenus, on parle de 200 détenus. Mais pourquoi Mohamed Amra, quand il a été extrait, il n'était pas identifié comme dangereux. Mais pourquoi on fait prendre des risques c'est-à-dire que ceux qui font d'énormes conneries, on les protège, et ceux qui aujourd'hui sont face au drame avec des salaires de misère, parce que soyons clairs par rapport à ce que vous faites, moi c'est quelque chose qui c'est indécent, ça m'écoeure, moi, en fait. Mais moi aussi. Voilà. Et alors, moi je ferai la grève pour vous. Pourtant je suis une sale gauchiste. Oui, mais je vais vous dire que vraiment je ferai. Non, mais moi je ferai la grève. Non, mais à un moment donné, il faut mettre ils sont conscients mais ils ont une mission, c'est comme les policiers. Non, mais ça va. On fait pas ce métier par hasard. Il faut aimer les gens pour faire ces boulots. Non, mais c'est pas les blagues ce que je dis. Il faut aimer les gens. Je suis d'accord, Bruno, mais à un moment donné. C'est pas comme on dit des matons, les mecs qui tapent sur la gueule. Ça n'empêche pas que la population doit venir au secours. Moi, je voudrais venir au secours. Moi, je suis d'accord avec Cécile. Quand vous avez commencé à faire la grève des menottes, c'est là que ça a bougé, que Darmanin, il a décroché les primes. Mais donc, non, mais c'est quoi? C'est 1500. Moi, ça me brise le cœur, Charlène. Moi, ça m'a bouleversé votre témoignage. Je sais pas comment vous pouvez être gardienne de mecs qui sont des criminels, parfois des criminels de sang, qui mesurent 2 mètres et qui vous insultent. Je sais même pas comment l'administration peut laisser faire ça. C'est incroyable. Est-ce que l'affaire Amra a fait avancer concernant les extractions avec peut-être des véhicules blindés ou autre? Non, il n'y a rien qui a changé là-dessus. Si, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé. Ah pardon, excusez-moi, c'était pour qui la question? Ça n'a rien fait avancer du tout, et ça n'a rien fait avancer du tout. On continue à sortir non armés. Voilà. Tout va bien, dans le meilleur des mondes, et voire on peut même prendre des sanctions si on refuse de sortir. Ouais, les érigés, je suppose, interviennent sur les cas les plus. On y va, on est très en retard. On est très en retard. Charlène, merci beaucoup en tout cas de ce témoignage qui était très important pour nous. Merci, je pense pour ceux qui nous écoutent aussi. Bravo. Merci beaucoup Ahmed Saïd d'avoir accepté notre invitation, délégué national Force ouvrière Justice, et merci pour ce que vous faites surtout. Et ça c'est important. Dans un instant, Fabrice, pardon, on n'a pas pu vous prendre. On vous récupère dans un instant pour le qui c'est qui l'a dit. Ce sera un tout petit peu plus joyeux. Et voilà. Et on le fera bien entendu dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler, donner son avis, qui plaise ou qui plaise pas. L'important, c'est d'essayer de rester constructif, et j'aime bien l'esprit qu'il y a chez vous. Sud Radio, parlons vrai.